première table ronde de la journée va essayer de faire un bilan, un état des lieux de la question des autoroutes. Évidemment, on pourra revenir éventuellement sur les interventions qui ont déjà eu lieu. Je poserai un certain nombre de questions pour, entre guillemets, commencer à orienter cette réflexion sur le bilan et l'état des lieux. Et ensuite, évidemment, on fera un échange avec la salle pour que, évidemment, vous qui assistiez puissiez, évidemment, poser aussi vos questions et intervenir sur cette question de l'état des lieux. Donc, première question, peut-être à vous, monsieur le sénateur. Pour commencer, je poserai la même question à monsieur le député ensuite. On a un peu de recul maintenant, et sans parler de la question de la privatisation en elle-même, mais quel est le bilan que vous pouvez dresser de cette période des autoroutes privatisées? Quels sont les avantages et éventuellement quels sont les inconvénients de cette... On rentre directement dans le sujet le plus polémique. Non, justement, on ne parle pas de pour ou contre la privatisation, mais vraiment juste le voilà, on a vu beaucoup de rebondissements qui concernent ce dispositif. Alors, sans repartir depuis 2002, enfin, en tous les cas, ça a déjà été dit par les docteurs en droit tout à l'heure, les professeurs de droit, sur le fait que nous avons poursuivi des contrats finalement qui étaient de l'entre-soi. Entre nous, nous avions nos contrats, et donc avec les sociétés privatisées, eh bien, on a fait vivre et courir ces contrats qui, finalement, sont apparus très rapidement, complètement déséquilibrés, au détriment du concédant. Et ensuite, enfin, c'était pas immédiatement vu comme ainsi, mais avec le principe de l'adossement, avec tous ces éléments techniques et juridiques qui se sont greffés sur les contrats initiaux, eh bien, les opérateurs... Alors, moi, je ne veux pas rentrer effectivement dans la polémique parce qu'on a évoqué tout à l'heure le risque, et le risque, il existe, on reviendra peut-être dessus un petit peu plus tard. Donc, ces concessions, ces contrats de concession, ils étaient d'abord limités dans le temps. Et ensuite, on a vu que nous dérogions facilement pour prolonger. Alors, il y a le plan de relance autoroutier, il y a des dispositifs qui sont mis en place, des négociations difficiles, tendues, parce qu'il y a toujours, c'est un sujet tellement, et on l'a vu dernièrement sur l'augmentation du tarif des autoroutes, c'est quasi épidermique. Et les relations entre le concédant et le concessionnaire ne sont pas sereines, finalement. On a l'impression qu'il y a toujours une suspicion dans l'air. Et du bilan que je tire et des auditions que nous avons eues avec Vincent Delahaye pendant la commission d'enquête, ont vraiment démontré l'absence de sérénité dans ce débat entre le concédant et le concessionnaire. On devrait pouvoir travailler plus sereinement, de manière apaisée. Et si effectivement la rentabilité est atteinte en 2022-2023, comme Vincent l'a pu l'indiquer tout à l'heure, c'est-à-dire que nous avons 10 ans là de sur-rentabilité et qui n'est pas acceptable à la fois pour l'État propriétaire des infrastructures et surtout pour l'usager. La question qui a été posée à un moment, combien de temps les usagers accepteront-ils de tous les ans de revoir augmenter les tarifs des autoroutes, avec parfois des services rendus qui sont plus tout à fait à la hauteur quand on pense au grand départ en vacances avec les bouchons. C'est-à-dire que quand on vend un service de rapidité d'aller d'un point à un autre, quand on fait un bilan parfois de simple usager, il est parfois difficile de se rendre d'un point à un autre dans les temps qui sont envisagés par un représentant de commerce, par des usagers qui partent en vacances. Donc ce bilan, il est à l'issue de cette commission d'enquête sur la privatisation. Alors, il n'y a pas de jugement de valeur, c'est est-ce qu'il fallait, est-ce qu'il ne fallait pas. C'est pas la question, de toute façon, elle est derrière nous. Tout à fait. Elle est derrière nous. Il était pour nous, et sous le contrôle de Vincent Delahaye, notre rapporteur, nous essayons d'éclairer le législateur et le gouvernement
pour préparer la sortie de ce dispositif, parce que bon, on a rallongé le délai des concessions jusqu'en 2032, 2035 ou 2036. Il nous faut préparer. Et je pense que le rapport qui a été commis par Vincent commence à apporter ses fruits sur certains sujets, pas sur l'ensemble. On n'aura malheureusement pas eu l'occasion de rassembler les opérateurs et le gouvernement autour du sommet des autoroutes que tu avais indiqué, parce que cette absence de sérénité, à un moment, il va falloir rompre ce climat de suspicion permanent qui nuit à un débat serein et qui, on voit, hystérise parfois dans l'opinion publique des débats. Et on l'a vu il y a quelques semaines encore, quelques jours, que ce sujet devenait le sujet numéro 1 d'une campagne électorale. Alors, ce n'est pas vraiment le moment pour évoquer l'avenir des autoroutes sereinement quand on entre dans la phase des élections présidentielles. Ça, c'est moins qu'on puisse dire. Monsieur le député, est-ce que vous partagez aussi cette vision plutôt négative et cette absence de sérénité entre le concessionnaire et le concédant? Ça, je crois que l'absence de sérénité, c'est une réalité, c'est un constat que l'on fait déjà depuis un certain nombre d'années. Moi, pour parler du bilan, je me référerai en fait au bilan particulièrement flatteur qui est fait par l'ASFA, c'est-à-dire l'association qui regroupe les sociétés concessionnaires d'autoroutes. Alors, que dit l'ASFA? L'ASFA dit nous, concessionnaires, nous versons des sommes particulièrement importantes à l'État, sous forme de TVA, sous forme de taxes d'aménagement du territoire, sous forme de redevances domaniales, sous forme d'impôts sur les sociétés. Et effectivement, là, on parle en milliards. Et lorsque vous rencontrez les représentants de l'ASFA, c'est en général le premier chiffre qui est donné. Voilà. Les sociétés concessionnaires autoroutières donc versent des impôts et taxes particulièrement élevés, c'est ce que je comprends, donc à l'État. L'ASFA dit aussi la qualité du réseau est bonne, voire d'un excellent niveau. Le revêtement, la signalisation, la rapidité d'intervention en cas effectivement de raisons climatiques ou d'accidents. Ils évoquent aussi leur engagement en matière environnementale. Engagement environnemental, je dirais, qui a été bien aidé grâce au plan Borloo d'1 milliard d'euros, c'était en 2010. Ils évoquent la faible accidentologie. Et puis, ils laissent entendre qu'ils sont des employeurs modèles. Alors, je ne veux pas contester, effectivement, je dirais, cette assertion ou cette affirmation. Simplement, je rappellerai que le nombre d'emplois a particulièrement baissé, puisque si en 2006, il y avait 17 170 salariés qui travaillaient au sein des sociétés autoroutières, aujourd'hui, le chiffre est bien moins important. Et puis, ils font régulièrement des enquêtes de satisfaction, et il ressort de ces enquêtes de satisfaction que, effectivement, l'avis qui est porté par les usagers est plutôt positif. Ils évoquent des chiffres de 7 sur 10, qui, effectivement, sont des résultats particulièrement importants. Mais on croit percevoir, au travers de ces enquêtes, quand même, un manque d'objectivité, en particulier en ce qui concerne donc la question tarifaire. Alors, un autre élément pour moi fondamental du bilan, c'est le montant des investissements qui sont réalisés. Et personne, effectivement, ne peut le nier. Au cours des 4 dernières années, sur la période 2015 et 2020, le montant des investissements réalisés est de 9 milliards d'euros. Et la question que l'on doit se poser, c'est comment sont financés ces investissements? Alors la réponse, vous la connaissez, des éléments ont déjà été apportés ce matin, mais je voudrais quand même y revenir. Le mode de financement et donc le modèle économique des sociétés concessionnaires d'autoroutes est particulièrement robuste. Il est robuste pourquoi? Parce que les investissements, ils sont financés soit par une hausse de péage,
soit par un allongement des durées de concession. Et personne ne peut effectivement contredire cette analyse-là. Alors, on a, bien entendu, je le citais tout à l'heure, évoqué les différents plans de relance. Il y a eu le plan Borloo, 1 milliard d'euros, avec une prolongation donc, des contrats d'1 an. Il y a le plan de relance autoroutier, ça a été évoqué, 3,2 milliards d'euros, avec des allongements compris entre 2 ans et, je crois, 4 ans et 2 mois. Et puis, il y a eu aussi dernièrement un plan spécifique autoroutier, 800 millions d'euros, qui a été, je dirais, critiqué par l'ART, puisque l'ART a émis un avis particulièrement intéressant, et que l'ART a dit quoi? L'ART, qui était la RAFER à l'époque, excusez-moi, sur 57 opérations qui étaient prévues dans ce plan de 800 millions d'euros, l'ART, la RAFER, dit le coût de 23 opérations devrait être supporté par les concessionnaires, et non pas par les collectivités territoriales au travers d'une subvention de 200 millions d'euros ou par une hausse des péages. Alors, ce que je ne sais pas, mais je pense que dans la salle, il y a des personnes qui peuvent répondre, il semblerait que les sociétés concessionnaires d'autoroutes aient tenu compte de l'avis de l'ART. Et puis, il y a bien entendu, puisqu'on parle de hausse de péage, il y a les contrats de plan, des contrats de 5 ans, qui se traduisent par la réalisation d'un certain nombre d'investissements financés par une hausse des péages. Et puis, il y a ce qui me paraît alors tout à fait inacceptable et particulièrement grave, c'est que cela a été relevé par la Cour des comptes, mais aussi par la RAFER au travers de cet avis sur ce plan de 800 millions d'euros, c'est que l'on constate qu'il y a des opérations d'investissement qui relèvent du concessionnaire ou que le concessionnaire devrait financer et qu'il ne finance pas. Des stations de comptage, de la télésurveillance, le développement de postes de télépéage. Et puis, puisqu'il y a des juristes dans la salle, je voudrais lire un article qui, pour moi, me paraît très intéressant, qui est un article du cahier des charges. Et cet article, c'est l'article 9.3. Qu'est-ce qu'il dit, l'article 9.3 ? Eh bien, l'article 9.3 dit ceci. L'État et la société concessionnaire examinent d'un commun accord, en fonction du volume de la circulation, de sa répartition dans le temps et des conditions de son écoulement, les dates auxquelles il convient d'accroître le nombre des voies de circulation ou d'ouvrir des échangeurs non prévus pour la première phase de travaux. Sauf accord du ministre chargé de la voirie nationale, les travaux sont effectués aux frais de la société concessionnaire. Voilà. C'est l'article 9.3. Eh bien, vous pourrez remarquer que dans le cadre du PRA, ont été financés dans le cadre de l'allongement des passages à 2 fois 3 voies financés par le PRA. Donc non-application de l'article 9.3. Non-application parce qu'effectivement le ministre a dû donner son accord et considérer que c'était effectivement, ça n'était pas aux concessionnaires de financer. Voilà ce que je voulais dire, ça me paraît important. Parce qu'effectivement, on a, au travers de ces contrats de concession, on a un modèle économique particulièrement robuste. J'aurais envie de poser une question de Béotien, mais pourquoi finalement une relation, pourquoi qualifiez-vous tous les deux cette relation concédant-concessionnaire où il manque particulièrement de sérénité, et finalement les événements qui laissent entendre que l'État, le gouvernement, acceptent en fait à la fois les adossements, les plans de relance, les augmentations tarifaires. Il y a quand même cette
vision entre guillemets de spectateurs, d'usagers, de simples usagers des autoroutes, on voit que ce que demandent les sociétés concessionnaires, elles l'obtiennent. On a progressé. On a progressé notamment en 2015 avec l'arrivée d'un acteur important, la RT, l'autorité de régulation. Voilà. Ce contrôle a apporté un plus. En 2006, on se trouve avec un État quasiment démuni et en grande difficulté pour négocier. Dans la négociation, on a des majors qui sont les opérateurs et les majors sur un plan juridique, sur un plan économique. Bon, je crois qu'on ne va pas s'en plaindre. Il ne faut pas non plus qu'on tape trop fort sur des entreprises qui ont une renommée internationale et qui savent faire. Et l'État vient du péché un peu originel. Et je reviens un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la négociation, elle s'est faite, la privatisation, elle s'est faite sur la base de contrats qui étaient de l'État à une société d'économie mixte, ou enfin entre nous, entre deux opérateurs publics. Et ensuite, on a changé de dimension avec la personne privée qui devient le contractant et qui négocie ses intérêts. On progresse. Je pense que l'arrivée de l'ART dans la RAFER d'abord et l'ART ensuite a fait avancer les choses. Monsieur le député, pour vous aussi, c'est ça, cette perte de compétences en fait de l'État sur la question des concessions autoroutières? J'avoue que j'ai du mal à répondre à cette question. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Ce que je constate quand même, moi j'ai fait un rapport en 2014 qui en fait a abouti, alors que ce rapport existait, et qu'il dénonçait comme l'autorité de la concurrence, la rente autoroutière, qui a abouti au protocole d'accord du 9 avril 2015. Et que contient ce protocole d'accord de 2015 ? Premièrement, il acte le plan de relance autoroutier, le PRA, de 3,2 milliards d'euros. Bon, premièrement. Deuxièmement, il contient une clause de neutralité fiscale qui, jusqu'à ce jour, n'était appliquée que pour Cofiroute. Donc, les concessionnaires autoroutiers, dans le cadre de ce protocole d'accord, ont obtenu la même clause de neutralité fiscale que celle qui avait cours pour Cofiroute. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, lorsqu'il y a une augmentation de redevances, de taxes, avant, cela pouvait se traduire par une compensation que si cela portait atteinte, il faudrait que je trouve, je suis désolé, mais les termes ont leur importance, que si effectivement cette augmentation était susceptible de compromettre gravement l'équilibre de la concession. Et cette clause donc a été supprimée, et effectivement maintenant la situation est tout à fait différente, puisque ce n'est plus nuit gravement à l'équilibre de la concession. Il faut que je retrouve mon petit papier, mais je l'ai. Maintenant, il s'agit de dégrader ou améliorer l'équilibre économique, c'est-à-dire effectivement la disposition qui avait cours pour Cofiroute. Donc, dans le cadre de ce protocole d'accord de 2015, les concessionnaires ont obtenu en particulier la clause de neutralité fiscale, et je crois qu'ils se sont bien battus pour l'obtenir, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, effectivement, ils sont particulièrement protégés. Ils ont obtenu aussi la non-suppression de la déductibilité des intérêts d'emprunt. Voilà. Et ce n'est pas, je dirais, la clause de revoyure qui a été introduite à propos de la période de prolongation des contrats de concession suite au PRA ou dans le cadre du PRA.
ce n'est pas cette clause de revoyure qui, effectivement, peut rééquilibrer les contrats en faveur du concédant, d'autant plus que cette clause de revoyure, pour les professionnels, est quasiment inopérante. Voilà, donc la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Alors, si vous voulez, considérons peut-être que le protocole de 2015, c'est effectivement un point de redémarrage. C'est peut-être un point de redémarrage, et peut-être qu'effectivement, demain, l'État changera de position par rapport effectivement aux sociétés concessionnaires d'autoroutes. Alors, lorsque je m'exprime, mais je pense que monsieur le sénateur aussi, lorsque nous exprimons, nous parlons des sociétés d'autoroutes, il s'agit des sociétés historiques. Les choses sont très claires. Il s'agit bien des sociétés historiques. Les contrats qui ont été passés ensuite, aujourd'hui, sont des contrats effectivement beaucoup plus équilibrés que ceux qui ont été passés avec les sociétés historiques. Oui, juste une petite réaction, parce que effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et sur l'absence de sérénité, moi, je pense qu'elle provient en partie du fait que les sociétés d'autoroutes n'acceptent presque aucune discussion sur quelques points que ce soit, et qu'ils ont vite fait d'actionner leurs avocats et les procédures juridiques, puisque nous, quand on a voté ici une indexation de la taxe d'aménagement sur l'inflation, la taxe d'aménagement, c'est pas ce qui participe le plus quand même à leur contribution sur le plan des impôts et de ce qu'ils peuvent verser. On nous a dit attention, les sociétés d'autoroutes vont attaquer parce que y a la clause de neutralité fiscale, et qui fait que même avec la clause de neutralité fiscale, on peut même pas indexer sur l'inflation. C'est-à-dire alors que pendant ce temps-là, quand même depuis 2015, le taux d'IS est passé de 33 à 25 en 2022, et que ça fait faire des économies considérables aux sociétés d'autoroutes. Donc, où est la neutralité fiscale? Elle n'existe pas vraiment, puisque là, en l'occurrence, elles en bénéficient énormément. Et ça, personne ne le dit. Hein, on le maintient. Moi, j'aimerais bien qu'on le chiffre. On ne l'avait pas chiffré. Je ne sais plus si on l'avait chiffré dans notre rapport. On l'avait chiffré dans notre rapport. Et c'est plusieurs milliards. 400 millions. C'est pas plusieurs milliards, mais c'est 400 millions par an, ce qui fait déjà pas mal. Et qui laisse quand même des marges. Parce que vous voyez, à 400 millions par an, sur 10 ans, les 3 milliards d'investissements qu'ils considèrent devoir faire, ils les ont rentabilisés, il n'y a aucun souci. Donc, moi, je pense que quand même l'absence de sérénité vient beaucoup du comportement des sociétés d'autoroutes, et que de ce point de vue-là, elles devraient plutôt raisonner à long terme qu'à court terme. Pour l'instant, elles font du raisonnement à court terme avec des bénéfices considérables et d'une distribution de dividendes de haut niveau. À mon avis, c'est du raisonnement à court terme, et ils devraient plutôt se positionner dans du long terme, ce qui serait nécessaire pour des sociétés avec cette compétence et ce savoir-faire. Mais si elles veulent pouvoir continuer, il va falloir qu'elles changent un peu de comportement. Alors justement, si on aborde la question de la rentabilité, il y a une problématique de la méthodologie de calcul, etc. Est-ce que il y en a une qui vous semblerait plus adaptée qu'une autre? Est-ce que vous pensez que le législateur pourrait influencer l'adoption d'une méthodologie pour apprécier en fait cette situation et éviter en fait toutes ces différences de chiffres qui sont plus ou moins différents? Alors, quelle méthodologie? Là, on a une base aujourd'hui de discussion, sur... on a une base. Bon, les opérateurs, les concessionnaires nous parlent toujours du risque financier, puisque avant de rentrer des redevances et des péages, il faut mener un investissement, et c'est une avance de trésorerie. Enfin, voilà, c'est une dette importante. Les SCA ont une dette importante.
Donc voilà, ça c'est un risque identifié que les concessionnaires nous ont rappelé à chaque audition. Le risque trafic. Le risque trafic avec de références. Le risque trafic, la baisse du trafic de 2008, notamment avec la crise financière, avec une baisse de trafic extrêmement importante, où on aurait retrouvé, et ça ce sont des chiffres concordants entre le gouvernement, enfin entre la direction générale et les concessionnaires, on aurait retrouvé l'équivalent du trafic 2008 10 ans après. Et puis il y a le risque trafic lié à la pandémie Covid, où on a vu des sociétés nous communiquer des chiffres de baisse de trafic. Enfin, pendant le confinement, c'était extrêmement important. Mais mon collègue député nous dira tout à l'heure de manière précise que malgré tout cela, les dividendes versés aux actionnaires de nos sociétés concessionnaires ont été extrêmement importants, même dans des conditions extrêmement difficiles, hein, sur un plan... là, le risque trafic, il était évident. Quelle méthode pour aujourd'hui avoir... je pense que c'est véritablement cette clause de revoyure qui est extrêmement importante si on est dans la sur-rentabilité. Et là, on va rentrer, on entre. Et là, je dis exactement sur les sociétés historiques. Si à partir de 2022-2023, on arrive à la rentabilité, effectivement, les 10 années qui arrivent sont des années, c'est plus une rente de situation, là, c'est la poule aux œufs d'or ou quelque chose comme ça. Monsieur le député, justement. Oui. Pardon. Les concessionnaires, donc, je dirais, ne sont pas d'accord avec l'analyse qui a été faite par l'autorité de la concurrence, puisque l'autorité de la concurrence en 2014 mettait en avant le rapport entre les résultats nets et le chiffre d'affaires, en évoquant des chiffres compris entre 25 et 30%. Les concessionnaires disent que pour eux, le seul critère qui doit être retenu, qui peut être retenu, c'est le TRI, le temps de rentabilité interne, et sur la totalité de la durée de la concession. Voilà. L'analyse qui est faite aujourd'hui par les concessionnaires. Alors, l'autorité de régulation des transports a commencé à identifier, à estimer, à faire, à calculer ce que l'ART appelle un TRI tronqué, et à essayer d'identifier l'évolution du TRI, là, sur une période, qui est la période 2017-2019, et il constate que sur la période 2017-2019, le TRI aurait augmenté de 15 points, comme cela est indiqué. Mais ils indiquent aussi qu'il y a une marge d'erreur relativement importante, et lorsqu'on regarde les trafics, on se rend compte que, en fait, le TRI pourrait être compris entre 6,2, 6,4 et 9,2. Vous voyez un écart relativement important. Il faut savoir aujourd'hui qu'un écart de 2% au niveau du TRI, c'est un surprofit de l'ordre de 20 milliards. Voilà, ce sont des chiffres qui ont été estimés. On peut bien entendu en débattre. Alors, je voudrais revenir sur ce qui a été dit par monsieur le sénateur et le risque. Effectivement, ce qui est invoqué par les concessionnaires, c'est le risque. Le risque trafic et le risque travaux, lorsqu'ils réalisent des travaux. En ce qui concerne le risque trafic, le constat que l'on peut faire, c'est que, globalement, les historiques ont assez bien passé la crise économique de 2008-2009. Et en ce qui concerne 2020, date du confinement ou année du confinement, j'ai fait un constat. Je suis allé voir le rapport qui a été fait par l'ART sur les comptes 2020 des SCA. On constate quoi? On constate effectivement, et je parle toujours des historiques, donc une baisse importante du trafic, 22%. On constate aussi une baisse du résultat net de 24%. Résultat net qui est encore de 2,6 milliards d'euros, bien le chiffre, 2,6 milliards d'euros, et le montant des dividendes versés de 2,4 milliards d'euros.
Donc je pense que le risque me paraît relativement limité. Juste, excusez-moi, je me permets de vous interrompre parce qu'il y a un élément dans le débat public qui peut peut-être aussi porter matière à réflexion. Je crois qu'a été publié il y a quelques jours, ou peut-être aujourd'hui, je ne sais pas, un rapport de l'Inspection générale des finances qui a été réalisé en 2013 sur les prévisions précisément des travaux supplémentaires qui ont été inclus dans le PRA de 2015. Et dans ce document qui fait 34 pages, on voit que les hypothèses d'analyse de l'État ne sont pas le TRI, mais bien le CMPC comme les opérateurs. En fait, je pense que là, on a des agrégats d'analyse en réalité. Vous prenez le CMPC, les EBITDA, vous prenez le TRI, vous prenez le TRI tronqué, même si la méthodologie peut être discutable, parce qu'on peut remonter quand même bien au-delà de 2017. Ce sont des agrégats. Après, on choisit dans le contrat qu'est-ce qui fait référence. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'avec ce document, on voit qu'au niveau de l'État même, ce n'est pas nécessairement le TRI qui a été utilisé. Il y a d'autres agrégats et le CMPC figure dans ce rapport d'IGF. Vous voulez réagir l'un ou l'autre Non, enfin moi pas, non. Et donc, du coup, puisque vous avez... Une méthodologie variable. Et apparemment, ça dépend de... Ça varie à la fois avec les acteurs et avec les circonstances, les périodes, etc. Du coup, puisque vous parliez de cette potentielle surrentabilité des contrats, quelle solution est ouverte sur le plan juridique pour mettre un terme à ces contrats, pour les faire évoluer, Alors, dans le rapport, dans les préconisations qui ont dans notre rapport d'enquête, de la commission d'enquête, la fin de la prolongation des contrats de concession, bon, ça c'est un acte important, enfin, et je pense que ça fait son chemin. Voilà, ça c'est une orientation importante. C'est-à-dire que maintenant, si on doit faire des travaux supplémentaires, on ne va pas négocier l'allongement ou la tarification, on relancera une consultation. Et voilà, je pense que cette règle-là, elle doit être rétablie de manière claire. Et c'est ce que dans notre rapport, ce n'est qu'une préconisation. Oui. Hein. Donc ensuite, on en appelle à la sagesse du gouvernement, du législateur qui sera confronté à la loi de finances, si ça doit passer par la loi de finances. Parce que bon, on a vu aussi que parfois, on avait des difficultés à retrouver nos petits, nous au Parlement, hein, que ce soit nos collègues de l'Assemblée nationale ou les sénateurs, notamment dans ce genre des travaux. Alors, cette préconisation, bon, j'espère qu'elle verra le jour. Et puis, vraiment, cette clause de revoyure, cette discussion contradictoire, elle est extrêmement importante. Mais après, il faut véritablement que chaque acteur joue le jeu de ce débat contradictoire. Si effectivement on est sur des tensions permanentes ou des refus, alors le président Delahaye et M. Villard regrettaient l'absence de certains participants à ce colloque, ouais, alors là, moi je suis complètement avec eux dans ce malheureux constat, parce qu'effectivement, à un moment, il faut évoquer les choses devant... il ne suffit pas de l'évoquer devant la représentation nationale, et même, ce n'est même pas évoqué devant la représentation nationale, mais ça doit être... C'est un bien public, c'est un service public, et donc l'ensemble des usagers et des citoyens de ce pays doivent avoir les informations sur ces contrats, parce que finalement, nous sommes tous propriétaires de cette infrastructure autoroutière. Monsieur le député. Alors, effectivement, le partage des fruits de la concession, en fait, c'est une vraie question à laquelle on se heurte aujourd'hui. Il faut bien le reconnaître.
Alors, je voudrais un peu profiter de cette occasion qui m'est donnée pour évoquer un avis du Conseil d'État du 5 février 2015 et qui me paraît particulièrement intéressant, que j'ai ici. La section des travaux publics. Alors, le Conseil d'État a été chargé de répondre effectivement à cette question. Quel peut être le partage des fruits de la concession? Alors, le Conseil d'État indique par exemple que on pourrait imaginer la mise en place d'une contribution spécifique sur les historiques en particulier, et il s'agirait là d'un impôt de rendement classique. Le Conseil d'État indique aussi que dans ce cadre-là, bien entendu, il ne devrait pas y avoir de compensation en s'appuyant sur l'article 32, mais en fait, sur l'article 32 ancien, avant effectivement la modification, avant le protocole d'accord de 2015. Car aujourd'hui, effectivement, si on mettait en place une contribution spécifique, eh bien, l'article 32 s'appliquerait. Et donc, il y aurait compensation. Alors, quelles sont les autres possibilités? Le Conseil d'État évoque, bien entendu, 2 autres, voire 3 autres possibilités. La première, l'autre possibilité, c'est celle des péages. Là, il ne se prononce pas dans la mesure où une action avait été engagée à l'époque, c'était en 2015, donc ils n'ont pas apporté de réponse. Par contre, ils évoquent le problème de la réduction de la durée des concessions. Ils disent la réduction de la durée des contrats de concession est possible sur des contrats à venir, c'est-à-dire l'inscription d'une clause de revoyure, par exemple, comme ça existe aujourd'hui dans les contrats les plus récents. Par contre, ils disent réduire ou introduire une clause de réduction dans les contrats actuels de manière unilatérale, cela leur paraît impossible et ils y sont opposés. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, c'est une disposition ou une proposition que je défends depuis longtemps, la dénonciation des contrats de concession autoroutière, des dénonciations anticipées pour motif d'intérêt général. Et donc là, ils disent la chose suivante. Toutefois, ce qui précède ne fait pas obstacle à une résiliation pour motif d'intérêt général, dans le cas où l'évolution économique constatée aurait pour effet d'accélérer sensiblement, contrairement aux prévisions, l'amortissement des ouvrages et la rémunération raisonnable du concessionnaire, au point que la durée initialement convenue n'aurait plus de justification. D'accord ? Et il termine. Une telle mesure supposerait une appréciation globale de l'amortissement des investissements et de la rémunération du concessionnaire. Si les investissements étaient amortis et si aucun manque à gagner n'était constaté, une indemnisation ne serait pas nécessaire. Voilà ce que dit le Conseil d'État dans le cadre, effectivement, de la dénonciation pour motif d'intérêt général, à condition, bien entendu, effectivement, que l'équilibre financier ait été atteint. C'est ce que je lis. Mais il indique bien que dans ce cas-là, eh bien, une indemnisation ne serait pas nécessaire. Monsieur le professeur Karpenchif. Oui, je rebondis sur ce que vous venez de dire parce que c'était précisément ce que je voulais soulever. Ce qui me surprend un peu, en réalité, c'est que la solution juridique, non seulement elle existe, mais elle est déjà mise en œuvre dans tout un tas d'autres hypothèses de contrats de concession. Je prends l'exemple des concessions de parking. On a eu une affaire à Lyon sur les concessions de parking. Je ne ramène pas tout à Lyon, hein, mais sur une concession de parking où, en fait, le délégataire avait déjà largement amorti les investissements qu'il avait réalisés. Or, évidemment, la résiliation pour motif d'intérêt général est parfaitement justifiée dès lors qu'il s'agit de préserver les deniers publics. Et l'opérateur
n'a droit, dans le cadre d'une résiliation pour motif d'intérêt général, puisqu'il n'a pas commis de faute, il n'a droit qu'à 2 choses, juridiquement. Il a droit à l'indemnisation de la valeur des investissements non amortis, sa VNC, et il a droit au manque à gagner sur la durée du contrat. Mais si, effectivement, le manque à gagner a déjà été couvert et si les biens ont déjà été amortis, la résiliation se fait pour motif d'intérêt général sans indemnité. Et cette hypothèse n'est pas rare. Ça existe effectivement sur les concessions de parking. J'ai des exemples en matière de remontée mécanique, mais c'est bien aussi ce qui s'est passé dans le secteur de l'eau. Alors certes, on avait la loi Barnier à l'époque qui permettait la résiliation, mais c'est la jurisprudence commune d'Olivet, où le juge administratif a dit il y a déjà bien longtemps, mais vous pouvez tout à fait résilier un contrat de délégation de service public dès lors qu'il y a une surrémunération du délégataire. Puisqu'effectivement, ce qui est l'élément central d'un contrat de concession, c'est le risque. À partir du moment où il n'y a plus de risque et que tout a été amorti, je ne vois pas où est le problème. Et puis je rajoute un deuxième élément. Il y a une autre voie peut-être, alors qui est plus frontale, mais qui est législative, et que le législateur a mis en œuvre d'ailleurs à l'égard des contrats de rachat d'électricité, qui est à mon avis bien plus gênant, puisque dans les contrats de rachat d'électricité, vous aviez des opérateurs qui avaient souscrit des contrats de production d'électricité photovoltaïque ou éolienne, l'État s'était engagé à racheter ça à un tarif déterminé, des contrats qui étaient en cours, et là le législateur unilatéralement a modifié les contrats, a dit non, mais finalement on va baisser le tarif, on baisse le tarif, alors même qu'il y avait un engagement contractuel. Franchement, c'est à mon avis beaucoup plus gênant. Tout ça validé par le Conseil constitutionnel dans une décision que je n'ai toujours pas comprise, mais en nous disant il n'y a pas de problème, ça ne porte pas atteinte à la sécurité juridique des contrats, ni à la loyauté des relations contractuelles, sauf qu'il y a quand même des investisseurs qui s'y engagés pour pouvoir un retour sur investissement. Il se trouve que, là encore, la motivation est la même. C'est de dire oui, mais finalement, ça a trop bien marché. Ben oui, ça a trop bien marché parce qu'il y a un risque d'investisseur. L'investisseur, il a investi. Il se trouve que le tarif de rachat d'électricité était élevé pour permettre aux opérateurs de retomber sur leurs pieds, ce qui n'était pas forcément évident à l'époque. Et aujourd'hui, on leur dit, bah non, finalement, c'est plus le bon tarif, on le modifie pour l'avenir, pour la durée restante à courir. Donc c'est bien plus grave que l'hypothèse que de résilier le contrat, tout simplement parce que le délégataire est déjà retombé sur ses pattes. Je ne vois absolument pas où est le problème juridique. Je pense que le problème, il n'est pas juridique, il est politique. Oui, juste de précision, effectivement, dans le domaine de l'eau, on a quand même une décision du Conseil d'État de 2021, je crois, dans l'affaire qui oppose le prestataire d'eau à Toulouse. Et le Conseil d'État nous dit très clairement dans cette décision, vous ne démontrez pas à la communauté urbaine de Toulouse que votre prestataire aurait réalisé l'amortissement économique. Sous-entendu, vous l'auriez démontré, il n'y aurait pas d'indemnité. Voilà. Donc on a quand même le Conseil d'État, la haute juridiction administrative, qui nous donne un principe. Ensuite, j'en reviens à la logique de ces contrats. Vous investissez, en contrepartie, je vous donne un droit d'exploitation sur une durée donnée. Et vous assumez dans ce laps de temps le risque, comme disait mon collègue. Si le risque disparaît, le droit d'exploiter disparaît, et je crois qu'on a là une manifestation ou une forme de caducité contractuelle, tout simplement. Mais encore faut-il être capable de pouvoir le mesurer et de le démontrer. C'est tout l'enjeu de la décision de 2021. Alors, caducité, je ne sais pas, mais il y a de toute façon ce que vous disiez aussi sur la question des aides d'État, en fait, sur le fait qu'il y ait aussi possibilité qu'un jour, la Commission soit amenée à se poser des questions sur les contrats d'adossement et en vienne, en fait, à obliger l'État, en fait, à récupérer certaines sommes qui auraient été trop perçues. Du coup, il y a quand même un certain nombre de choses. Peut-être que, parce que l'heure avance, etc., éventuellement, oui. J'adresse une question. Quel serait le statut de la dette dans ce cas-là? Parce que ce que disent les autoroutiers, souvent, c'est très bien, résilier, mais en fait, il y a 32 milliards de dettes, donc cadeau. Évidemment, la question, c'est de savoir si le contrat de concession est déjà amorti. C'est-à-dire que, est-ce que la dette a été remboursée? En fait, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que quand vous mettez fin à un contrat de délégation de service public, encore une fois, quel qu'il soit, vous avez la VNC des investissements, mais vous avez évidemment la totalité de l'économie générale du contrat. Si le contrat arrive 10 ans avant, puisque c'est ce que vous dites, que je ne connais pas ces éléments, donc mais d'un point de vue purement théorique, si effectivement aujourd'hui le contrat de concession, le concessionnaire a amorti ses investissements, a un retour sur investissement, il n'est pas question de lui enlever tout retour sur investissement, c'est pas mon propos, hein. Mais le juge administratif censure dans l'hypothèse d'une surrémunération du capital investi. Et évidemment, il y a un exercice préalable, c'est la démonstration de l'existence de cette surrentabilité dans l'exercice du contrat. Et à ce moment-là, ça déclenche la possibilité pour le pouvoir adjudicateur, uniquement lui, enfin l'autorité concédante, de mettre fin au contrat. Il n'y a pas un droit
Évidemment, il n'y a pas d'obligation systématique, mais je pense que l'exemple de l'eau était de ce point de vue-là assez intéressant. Certes, il y avait une loi, Barnier, qui avait prévu que, mais au-delà même de la question de l'eau, je veux dire, dans les contrats de concession, je donnais des exemples notamment sur les parkings, parce que j'en ai un en tête, il est évident qu'en réalité, le délégataire, qui était d'ailleurs un opérateur autoroutier, avait largement amorti les investissements, sans compter que le parking était en très mauvais état en plus. Je rajouterai juste un point. On revient au principe d'indemnisation. Le manque à gagner et la valeur nette comptable du patrimoine, ce sont les deux seules composantes visées par le Conseil d'État. Après, si la dette n'est pas remboursée, il faut être très clair aussi, ça peut être très bien un choix de gestion de l'opérateur, mais ça relève de sa responsabilité. Prenons un exemple. M. Chanteguet, tout à l'heure, rappelait les chiffres de l'ART sur l'année 2020. 2,6 milliards de résultats nets après impôts, 2,4 milliards de distribution de dividendes. Il est très clair que si vous fonctionnez comme ça chaque année, il y aura toujours de la dette et les contrats n'auront jamais de fin. Et on retombe sur des vieilles affaires qu'on connaissait avec Decaux, très clairement, pour ne citer personne, mais c'était l'avis de l'autorité de la concurrence à l'époque, qui l'a très bien dit, c'est des contrats sans fin. Et dans les contrats administratifs, c'est interdit. Vous savez, les clauses de tacite reconduction de vos opérateurs de téléphone, pas de problème dans le droit civil. Chez nous, en droit administratif, c'est non. Monsieur le sénateur. J'avais une question pour Madame Laure Gauthier. Non, ça c'est une plaisanterie pour dire qu'elle n'est pas là. Mais je voudrais que Jean-Paul, qui a beaucoup d'expérience, réagisse à une suggestion que je vais faire. Moi, j'aime bien questionner la question. Il ne faudrait pas virer à la théorie du complot en disant à qui profite le crime, les politiques sont d'accord avec les autoroutiers, les contrats sont déséquilibrés. Non, regardons les choses objectivement. Le dispositif actuel profite aux finances de l'État, selon le principe des fermiers généraux. 1 kilomètre d'autoroute gratuite coûte à Bercy annuellement des dépenses. 1 kilomètre d'autoroute concédée est une triple recette. Et je pense que ce système-là, Bercy a certainement envie de le faire perdurer sur le dos des usagers. Rajoutez à ça le mur de l'investissement, et nous serions, paraît-il, à la fin du quoi qu'il en coûte, puisque la dette publique n'est toujours pas re-questionner à l'aune de la transition climatique et des types d'investissements à faire en matière de transition écologique. Et vous avez un double argument pour que le crime perdure. Et Jean-Paul, tu amènes une brique intéressante, qui est une brique de droit, en disant pourquoi ne pas résilier ces contrats. Je pense qu'en démocratie, il faut exercer des rapports de force, et que quand il y a une concurrence sans concurrent, ben, ça ne marche pas bien. On est en plus sur des monopoles de fait qui sont concédés. Donc, moi, j'essaie de produire de l'idée politique pour amener des arguments à la puissance publique pour rééquilibrer la discussion. Si, face au mur de l'investissement, vous ne produisez pas une alternative, les autoroutiers ils rigolent. Ils savent qu'à la fin, ils vont gagner. On trouvera une astuce juridique. Il y a plein de juristes autour, vous avez une imagination pas possible, je suis sûr qu'on peut faire perdurer le dispositif. Donc il faut des billes, celles qu'on a déjà, et imaginer un nouveau système de gestion qui permette de contrebalancer ça. Et je pense que le débat nationalisation versus concession hystérise. Il a un intérêt, c'est de caricaturer les positions et voilà, moi je vais vous dire, comme Français, si j'ai des postes à créer, je préférerais qu'ils soient dans les hôpitaux, dans l'éducation nationale, dans l'absolu, quoi, en termes de priorité. Et je proposerai cet après-midi, je présenterai globalement une proposition qui me semble permettra de rééquilibrer le dialogue, pour autant, Jean-Paul, qu'on veuille avoir ce dialogue et qu'on pose les questions sur la place publique. C'était le temps de le faire aujourd'hui. Vous voyez que certaines questions sont moins tabous. On nous balance le sujet du nucléaire sans débat parlementaire pour utilement le placer dans le contexte de la campagne présidentielle. Ça me semble de bonne augure démocratique de faire ça. Ceux qui ne sont pas d'accord, ils pourront s'exprimer. Par contre, sur les autoroutes, on nous a dit circuler. Il n'y a rien à voir. Je voulais ta réaction, Jean. Moi, effectivement, je me suis battu, je continue à me battre pour la dénonciation des contrats au titre de l'intérêt général.
Mais la solution que je propose ensuite est plutôt celle de régie intéressée, c'est-à-dire ensuite l'État qui crée un EPIC, par exemple, fait appel à un ou des prestataires privés. Les choses sont très claires. Et dans le cadre de cette régie intéressée, donc, on confie à des prestataires privés l'exploitation et la gestion des autoroutes, et on les intéresse effectivement aux résultats qui sont obtenus par rapport à un certain nombre d'objectifs que se fixerait l'État ou qui seraient fixés dans le cahier des charges. Les choses sont très claires. Moi, je ne suis pas sur la renationalisation. Ce que l'on constate quand même, c'est que les derniers contrats qui ont été signés, comme je le disais tout à l'heure, sont des contrats beaucoup plus équilibrés. Donc je pense qu'on peut que s'améliorer et qu'améliorer les choses. Ce qui est sûr, c'est que tant que l'État et que la puissance publique n'aura pas tiré une première salve, l'État n'obtiendra rien des SCA. Rien. Et quand je dis une première salve, c'est de commencer à dénoncer certains contrats. Voilà. Bonjour. Alors, j'ai plusieurs questions. Je vais essayer de faire court. Alors, pas trop, parce que... Non, mais je vais justement en sélectionner, deux. Alors, j'avais une question notamment sur... On disait que voilà, s'il y avait des travaux à faire, il faudrait peut-être mieux passer par des nouveaux contrats, en fait, une renégociation et refaire une consultation, voilà. Mais du coup, quel est l'impact sur les contrats actuels? Puisque si on fait ça, est-ce qu'il n'y a pas un risque justement que le réseau autoroutier tel qu'on le connaît et justement en termes de qualité de service tel qu'il offre actuellement, est-ce qu'il n'y a pas un risque que justement tout ça ne se fasse pas, en fait? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est justement, vous parlez d'une première salve avec la dénonciation de premiers contrats, mais finalement, pourquoi est-ce que l'État continue à se faire avoir, si je vous comprends bien, puisqu'ils ont quand même réussi à obtenir de nouvelles choses avec la neutralité fiscale? Comment expliquer finalement que l'État reste en quelque sorte un peu naïf? Moi, je ne suis pas, par rapport à l'attitude de l'État, j'avoue que je n'avance plus aucune explication. Je ne sais pas. Je ne sais effectivement pas répondre à cette question, ou quelquefois quand je réponds à la question, je réponds peut-être à côté ou je réponds mal. Donc je préfère maintenant, je dirais, m'abstenir de donner une explication. En ce qui concerne effectivement le bon entretien que vous évoquez des autoroutes, si demain était mise en place ce que j'appelle la régie intéressée, l'État fixerait aux prestataires des objectifs en matière d'entretien du réseau, de renouvellement du réseau, au travers de la mise en place d'investissements permettant de développer des transports plus durables. Voilà, un cahier des charges très précis serait effectivement fixé. Donc, je pense qu'il n'y a aucune raison que cela ne soit pas possible et que cela permette d'arriver à des résultats satisfaisants. Oui. Consultation. Donc, du coup, si la nouvelle consultation si on ne va pas sur une nouvelle consultation, puisqu'il y a un contrat en cours, qu'est-ce qu'il advient justement de ces contrats en cours et de ces portions de route qui sont sous contrat et donc du coup qui ne vont pas bénéficier de ces modernisations? Je suis désolé, j'ai pas complètement compris. Peut-être. Ce que je comprends, c'est par rapport à l'adossement. C'est une autre. Voilà, mais c'est l'alternative à l'adossement, sans être opposé à l'adossement. Mais
C'est-à-dire, on n'est pas sur le contrat qui court. Le contrat qui court, il court. Hein. C'est bien une des raisons qui pourrait expliquer éventuellement. Je suis un peu comme Jean-Paul maintenant. Hein. J'avance très prudemment sur les raisons. Je ne pense pas que l'État soit naïf. Je pense qu'on a effectivement devant nous des contrats qui sont blindés et qui courent jusqu'à 2031-2036 et que pour les résilier, alors sauf à ce qui a été dit tout à l'heure par vous deux, hein, c'est-à-dire que si effectivement il n'y a plus de raison d'avoir, il n'y a plus de risque et que tout est amorti et que la rentabilité est atteinte, oui, là on peut effectivement résilier sans indemnisation du concédant. Voilà, mais c'était une alternative à l'adossement. Hein, ne voyez pas, hein, là on ne peut pas faire entrer un cheval de Troie dans un contrat qui est existant et qui court encore longtemps. Bien, je crois qu'on a déjà largement dépassé le temps imparti pour cette matinée. Merci beaucoup à tous les intervenants. Merci.